Let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast où je suis accompagné de Chris Jumentier. Hello Chris. Salut Fred. Salut à tous. Voilà, et aujourd'hui, de quoi on va parler, Chris, dis-moi, hein? Eh bien, vaste sujet, mais nous allons parler du branding des menus, c'est-à-dire les marques commerciales. Est-ce que c'est important de les avoir ou pas, en fait, d'indiquer sur les intitulés et les détails des cocktails dans les bars menus. Super intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de marque, eh ben, saluons notre partenaire qui a été super réactif. Voilà, je sais pas si ça se voit bien, mais on va boire un peu de café cold brew. Alors, je me sers en premier, je suis vraiment... Ouais, c'est honteux. Hop. L'art de recevoir. On va essayer de le faire sans en mettre partout, surtout. Mais impeccable. voilà. Parfait. Non, mais simplement pour dire que on parlait de la glace Carrefour un peu cradingue de l'autre fois. Et en fait, bah écoute, il y a Julien qui a été très réactif et qui m'a envoyé en fait Ice Cube Co qui m'a envoyé quelques glaçons, un petit kit découverte là pour qu'on apprécie notre breuvage pendant cet épisode dans des conditions comme il faut, quoi. Tout à fait. Du cold brew. Exactement, voilà. Du cold brew fait maison, voilà, hein, on fait un peu les choses bien comme il faut. On ne boit pas des Black Russian en plein après-midi. Et voilà, donc un grand merci à Julien de Ice Cube Co qui collabore avec Distill News et Bar News, voilà, dans les semaines qui viennent. Donc c'est très très sympathique de sa part. Et alors, je m'y prends comme un boucher, mais je voulais afficher son site tant qu'à faire. Voilà, on fait ça bien. On voit que ce podcast débute, hein, parce que... C'est les aléas du non-direct de l'enregistrement. Mais ouais, non, c'est un vaste sujet. La Clear Ice, c'est un sujet en plus qui est très controversé entre la partie pro et la partie consommateur. Les consos qui se plaignent d'avoir des trop gros glaçons, et puis les barman, justement, effectivement, et les experts qui ont besoin de ce type de produit. Voilà. Voilà, c'est mon verre, oui, c'est mon verre. C'est ton verre. Ok. Ben on voit que la Ice Cube Co, voilà, Clear Ice, elle est clear. Voilà, c'est validé. Ouais, et d'ailleurs, on pourrait se demander, est-ce que les bars devraient mettre la marque de la Clear Ice sur leur menu? Alors dans ces cas-là, tu peux aussi te poser la question si quand tu crées par exemple un cocktail et que tu mets ton intitulé de cocktail, si tu commences à mettre la marque de la glace, à ce moment-là, autant tout mettre carrément la marque du verre. La verrerie et tout. Voilà, la marque du verre. La marque du tabouret. Exactement. On peut pousser le vice. Néanmoins, voilà, c'est un sujet, je pense, qui est super important parce que y a déjà des gens qui ont réagi quand on a abordé le sujet sur un précédent podcast, où il y a un aspect à la fois commercial, des fois c'est un peu tactique, des fois... Enfin, on va surtout se poser pas mal de questions, je pense, pendant cet échange, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement commercial ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui a pour but aussi de sensibiliser les consommateurs aux marques, façon un peu publicité. Est-ce que on n'est pas un peu des fois pris pour des Américains, parce qu'on n'est pas, voilà, faut quand même pas se leurrer, on n'est pas des Américains, on n'est pas aux États-Unis, donc la pub fonctionne pas tout à fait de la même manière dans les cafés, hôtels, restaurants. Vaste débat. Ouais, bah écoute, on peut aborder ça. On a plein d'exemples de menus. Alors, je sais pas, est-ce que tu as une idée de comment tu veux attaquer un peu le sujet? Non. Est-ce qu'on part sur des exemples? Je déroule des menus, notamment parce que on en relaie pas mal sur Bar News quand on fait des interviews, notamment. On n'hésite pas à les foutre les menus. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous avez un bar, publiez vos menus en fait sur vos sites et tout, un joli PDF. Je pense que les consos sont plutôt quand ils scrutent dans quel bar ils vont sortir ou quoi. Je pense qu'ils aiment bien peut-être tâter le terrain, voir un peu à quoi ressemble le menu, qu'est-ce qu'il y a. Oui, et puis c'est hyper complémentaire à ce que tu peux avoir dans ta recherche, typiquement sur Google, etc. Donc c'est hyper important puisque en règle générale, tu as l'accès au menu du restaurant. Donc le menu du bar, c'est aussi indispensable. Mais voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, donc sur Bar News, il y a carrément une catégorie menu où on discute de menus avec des bartenders. Et d'ailleurs, je vais afficher ça pour ceux qui nous suivent en vidéo, mais voilà, vous pouvez retrouver tout ça. Et tiens, si on prend quelques exemples très très concrets, on a le Danico par exemple, où là, par rapport à notre sujet, on voit que
des marques sont citées. On voit qu'il y a du Saint-Germain, on voit qu'il y a du Delmaguet, on voit qu'il y a du Weller. Donc on voit qu'en plus c'est plutôt agnostique en termes de groupe. Voilà, il y en a un peu pour tout le monde là déjà en 2 clics, quoi. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? J'avais le menu du Ritz. On a fait une interview du chef barman du Ritz, où là, pour le coup, il n'y a pas de marque. Donc là, il y a un autre parti pris. On a vraiment plus sur le côté, on met les saveurs en avant. Et voilà, on voit qu'il y a des eaux de vie, des choses comme ça, mais ne sont pas mentionnées explicitement. Ou alors, j'ai mal lu. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On a Bar 1802, donc à Paris, là, spécialisé dans le rhum. Donc là, j'ai le précédent menu qui s'appelle Origine. On voit que les rhums, les différents rhums qui sont utilisés dans les cocktails sont mentionnés. Voilà, là, on voit du Isotier, par exemple, sur des choses un peu connues, du New Grove. Qu'est-ce qu'on a de beau? Santa Teresa, bon, pareil, hein, c'est Fleur de Cagna, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Voilà, qu'est-ce que j'avais de beau? Je pense que là, en plus, tu vois, typiquement, sur Bar 1802, où tu as un bar qui a quand même un gros focus sur la catégorie produit, là, je pense que ce type de branding, il est assez indispensable, en dehors de tout accord commercial, parce que là, il y a tellement toutes les marques que finalement, tu as tous les distributeurs. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière un investissement, un budget à louer, etc. Il y a un deal commercial. Néanmoins, là, ça a un intérêt, je pense, au niveau du consommateur, parce que c'est très, très vaste. C'est comme si tu ouvres qu'un bar à whisky, que tu fais que des cocktails à base de whisky, pour pouvoir un petit peu te repérer. C'est sûr que si tu mets whisky, rhum sur 14 cocktails, on voit, voilà, c'est difficile de se repérer. Mais c'est vrai qu'on voit, là, on est sur des catégories d'établissements, si on prend vraiment une découpe pyramidale, catégorielle, établissements relativement influents, exposés dans les médias professionnels, etc., des gens qui cherchent aussi cette exposition et qui en ont besoin. Donc, je pense que c'est assez important d'avoir, je pense, le curseur de 2 manières différentes. Il y a des produits sur lesquels c'est très difficile de ne pas avoir de branding. On en parlait tout à l'heure, on va prendre un exemple sur un des bars menus, par exemple, où une fameuse marque de bitter apéritif rouge est citée. Mais il y a, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi déjà on le fait? C'est vrai que, est-ce que c'est par obligation, c'est par envie, etc., etc. Il y a pléthore de marques. Je pense que déjà, si on doit poser un premier jalon, c'est de se dire que des marques de rhum, des marques de gin, des marques de tequila, des marques de mezcal, des marques de tout type de spiritueux, il y en a pléthore. Bien plus, limite, qu'il n'y a de place. Et tout le monde rêve d'avoir effectivement cette place sur les menus. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait de la rotation. Si je peux illustrer ça juste moi par rapport à ma veille sur ce que je partage, ne serait-ce que sur Distill News, chaque semaine, on est à 30, 40, parfois 50 news produits, nouveautés produits qui sont relayés dans les newsletters. Donc imaginez à l'échelle mondiale, à l'échelle annuelle, ce que ça peut représenter, sachant qu'en plus, ce que je fais n'est pas exhaustif. Voilà. Et puis, ne serait-ce que si vous allez dans des salons, si vous étiez au Whisky Live récemment ou du Gars Club Expert ou quoi, vous voyez qu'il y en a des stands. Et à chaque stand, il n'y a pas qu'un produit. Voilà. Il y a plusieurs produits et après, il y a plusieurs références. Alors, ils ont tous plus ou moins leurs produits qu'ils veulent mettre en avant. Bien sûr, toutes les marques ont le produit cocktail qu'ils veulent mettre en avant, mais déjà, il y a un choix à faire. C'est-à-dire que de la part du barman, il va falloir qu'il fasse le tri entre ce qui existe, ce qu'il aime, et puis ce sur quoi, potentiellement, il pourrait avoir de l'aide financière. Mais d'abord, c'est de se dire qu'il y a beaucoup plus de marques qui a de place disponible. Ça, c'est le premier constat que je fais. Et puis après, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a le côté affect, et puis il y a le côté besoin. C'est-à-dire que on développe un menu en digital sur un QR code, ça coûte moins cher que d'aller faire imprimer sur du papier, avec des vernis sélectifs, avec un objet, avec une reliure, avec un livre, avec des pop-up menus qui s'ouvrent, comme il y avait eu par exemple au Beaufort, au Savoy Hotel, ce menu, etc. Donc il y a ce niveau de se dire... peut-être montrer un exemple très concret de Dead Rabbit. Voilà, là il y a un travail qui est hyper important, où il y a à la fois... Alors, on met vraiment de côté, encore une fois, c'est une analyse qui ne juge pas le contenu, le contenant, etc., mais on se concentre vraiment sur le sujet les marques et le branding. Ça, on sait que c'est un support qui coûte de l'argent. Voilà, déjà, c'est la première chose. Et que tous les bars n'ont pas la possibilité d'aller investir 1 500, 3 000 euros
5 000 euros, 8 000 euros, même des fois 20 000. 20 000 euros dans un support et par conséquent vont faire une sorte d'appel d'offres finalement aux marques en disant voilà, on travaille sur un nouveau menu, il y a des marques à vous qui nous intéressent, et par conséquent, combien, voilà, nous on aimerait avoir une participation de votre part, etc. etc. C'est vraiment une sorte d'appel d'offres. Alors ça, effectivement, du coup, ça, en retour commercial, le but est d'avoir la marque, bien sûr, visible sur le menu et bien entendu versée par défaut pour la recette qui est indiquée. Mais typiquement sur un projet comme ça, là, mettons le Dead Rabbit, je veux dire, est-ce que ça veut dire que tu fais un appel d'offres à plein de marques différentes ou plein de groupes spiritueux différents, ou il va falloir que tu finalement focuses sur un seul qui va financer l'ensemble, ou c'est juste tu mets aux enchères en gros des lignes dans le menu? Je sais pas. Non, mais je comprends ta question. Parce qu'en gros, tu vois, le Dead Rabbit, là, quand ils font leur truc, il y a un budget. Alors, je sais pas comment c'est financé exactement, mais le Dead Rabbit n'est pas maqué avec juste un groupe. Non. Ils ont une flopée de spiritueux différents qui viennent de fournisseurs différents. Donc, comment tout ça comment on fait la symbiose de tout ça, finalement? Tu as plusieurs niveaux d'investissement. Le premier, c'est qu'effectivement, ce qui va être un peu la vache à lait, ça va être les gros groupes qui vont avoir la possibilité d'être les spiritueux du d'une versés par défaut, ce qu'on appelle à l'averse, pour les boissons usuelles classiques. Tu vois, le gin tonic par défaut, le mojito par défaut, etc., etc. Donc, ils vont garantir un certain volume. Puis après, de rentrer sur, bien sûr, les lignes de tous ces cocktails création. Et ce qui, du coup, est un investissement en général pluricatégoriel, c'est-à-dire que le groupe va avoir à dispo un gin, un rhum, une vodka, potentiellement un apéritif, une liqueur, etc. qui intéresse le bar. Mais après, comme tu l'as pu le dire, tu as des importateurs ou des distributeurs, ils couvrent pas toutes les catégories. Et ils ont un produit un peu niche ou phare. Je vais te donner un exemple non contractuel. Tu es intéressé par une liqueur à base de plantes qui est faite dans l'Isère, t'as pas 12 000 catégories. Ouais. Je veux dire, tu couvres cette liqueur-là et puis tu couvres la vodka. C'est tout ce que tu vas récupérer. Donc en budget, forcément, tu vas aussi avoir un petit côté ad hoc. Donc tu fais un peu ta liste de courses pour revenir vraiment sur ta question plus précisément. Tu as un appel d'offres en général qui va être fait, je te parle encore une fois, pour la plupart des gros établissements ou des gros groupes. Ouais. Tu vas avoir un appel d'offres et puis ensuite ils vont comparer. Donc tu vas avoir des acheteurs, etc. Certains abusent un peu. Je dois avoir une petite anecdote, hein, je vais sans citer, mais je me suis déjà retrouvé dans le cas de figure où on se retrouve avec un établissement qui demande un budget, admettons, prenons un exemple, c'est juste pour avoir la proportion, qui, pour avoir un cocktail sur la carte, ouais, avec la marque de noter sur la carte, sur le menu, sur le détail de ce fameux cocktail, demande un investissement de près de 22 000 euros. Okay. Et en échange... Pour un cocktail. Pour un cocktail. Mais ça veut dire qu'ils font ça à plein de marques? Je ne connais pas la nature des autres deals, mais ça veut dire qu'effectivement, la question s'est posée auprès d'autres groupes. Je le sais, puisque j'ai contacté des collègues qui travaillent à la concurrence pour savoir quel était le niveau d'investissement demandé. C'était assez similaire aussi. D'accord. Mais 22 000 euros pour un super concept de carte, etc., c'était pas un problème. La seule chose qui me posait, moi, plus problème, dans le côté un peu éthique et balance, c'est que derrière, le volume engagé prévisionnel, c'est-à-dire que l'établissement s'engageait à commander environ 8 000 euros de bouteilles à l'année. Okay. Ça fait un delta bâtiment conséquent, puisqu'on est sur près de 14 000 euros de delta. Ouais. Et l'établissement justifie le fait que c'est une exposition, parce que c'est un établissement international et que ça fait de la publicité, etc. etc. Alors, là, je vais effectivement mettre le côté pub. Ça veut dire que toi, en tant que marque ou groupe, tu investis 22 000 euros. En contrepartie, on te commande 8 000 bouteilles à, je sais pas... 8 000 euros de bouteilles. Ok. Oui, 8 000 euros de... Ok. Ok. Donc, ça veut dire que oui, effectivement, tu sors 14 000... Tu sors 14 000 euros pour de la publicité, pour être présent dans cet établissement prestigieux, exposé internationalement, etc. Et sachant que les 8 000 euros de bouteilles, elles te coûtent. Ah ben, oui, disons que toi, tu as 8 000 euros de commande qui rentrent, genre elle te coûte 0 et 14 000. Oui, alors là, sur la distribution, voilà. Okay. Mais
Effectivement, il y a un delta de 14. Donc, c'est juste pour dire que des fois, il y a des budgets qui sont demandés par certains groupes, etc. Ou, alors là, c'est un établissement en Europe, mais c'est assez compliqué, sachant que, et ça fait partie aussi des sujets qu'on va traiter aujourd'hui, mais est-ce que vraiment, la question à se poser, quand un consommateur va dans un établissement et lit le détail de la recette, est-ce qu'il est vraiment réceptif au fait qu'il est marqué gin machin ou rhum truc? Et est-ce que derrière, il va aller chez son caviste ou en grande distribution ou dans un autre établissement et il va vraiment demander, je vais prendre un Mai Tai avec tel rhum, je vais prendre Mojito avec... Je parle de cocktail très classique, hein, là en plus de ça. Donc principalement, on est sur des établissements où voilà, là, il y a ce genre de choses là. Là, on parle de bars, entre guillemets, influents, médiatisés, relativement très haut de gamme, très mixo, technique, etc. Vraiment des techniciens. On a aussi l'effet inverse, on n'a pas l'exemple là, mais sur des bars menus beaucoup plus soft, brasserie, etc. etc. Ouais. Mais là, c'est que contractuel. C'est des gros volumes, etc. Et effectivement, on va dans la brasserie en bas, dans la rue ou autre. Très souvent, les menus sont brandés. C'est aussi des objectifs qu'on donne aux commerciaux. Ouais, mais en fait, finalement, le fait d'être cité ou non dans le menu est assez accessoire. Le deal se fait plutôt sur ok, est-ce que je suis à l'averse, est-ce que je suis dans le back bar, est-ce que et quel volume tu vas passer dans l'année. Et finalement, le financement du menu est détourné. Là, c'est pas. Je suis complètement d'accord. Là, c'est pas. Mais payer spécifiquement pour la ligne. Là, c'est effectivement... Enfin, moi, là, comme ça, je me dis, bah non, ça les vaut pas. Parce que, effectivement, tu commandes un cocktail, pas parce qu'il y a la marque ou pas, et si le cocktail te plaît, enfin, je sais pas. Et puis, si le cocktail te plaît pas, en fait, ça veut dire que t'as fait de la mauvaise pub à la marque aussi, tu vois. Oui, alors... Non, mais t'as raison. Ça part un peu dans tous les sens, hein, désolé. Ouais, on vous avait prévenu, c'est pas structuré, c'est convivial. C'est convivial et cool. En réalité, ce que moi je veux. Enfin, ce sur quoi je veux pointer du doigt, c'est que je trouve que c'est absolument normal, avec tout le travail qui est fourni par les barman, par les patrons d'établissements, etc., pour exposer, faire vivre les établissements ou autres. Je trouve ça normal que des multinationales ou des sociétés qui font un chiffre d'affaires conséquent puissent accompagner les bars avec des budgets pour les aider à développer des menus, de la communication, etc. etc. Ça me paraît être dans un budget commercial et ça. Quand ça reste quelque chose effectivement de raisonnable. Un investissement de 22 000 pour 8 000 euros de bouteille, 14 000 euros de pub sur un établissement comme ça, je comprenais pas. Pour moi, c'était quelque chose de démesuré. Donc je trouve ça absolument logique de pouvoir accompagner. C'est une offre commerciale, c'est logique, c'est comme un 6+1 où ça fait partie pour moi des petits plus commerciaux qui sont hyper importants. Après, d'un autre point de vue, je veux juste souligner le fait que quand je vois des sociétés qui encore aujourd'hui insistent auprès de l'ensemble de leur force de vente pour qu'ils aient tant de menus de bar floqués, etc., dans leurs objectifs, je ne pense pas que cela joue d'une manière marketing ou commerciale en France. Ouais. Je parle bien en France. Okay. Parce qu'on a un marché, pour moi, qui est un peu spécifique. On n'est pas des Américains. On essaie de nous prendre pour des Américains, mais c'est pas le cas. Donc, on n'est pas des Américains. Et ça, pour moi, c'est un petit peu différent. Je conseille fortement à tous nos amis producteurs, distributeurs ou autres de se concentrer sur davantage la relation, la proximité, la réactivité aussi. C'est ce qu'attendent vraiment les bars, plus que limite d'avoir le menu brandé, etc. Tu vois, et d'avoir cette proximité pour répondre vraiment en fait à des besoins un peu au cas par cas et de construire cette relation sur le long terme, mais pas nécessairement tout de suite avoir ce côté. Même moi, je me perds un peu dans mes idées parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. En fait, voilà, je reviens sur mes sujets. D'une part, effectivement, d'avoir ce côté offre commerciale hyper important de la part des marques et des distributeurs. Et d'un autre côté, avoir je repère mes mots.
Je suis perturbé parce qu'en fait, je regarde tous les menus qui captivent mon attention. Je ne scrolle plus. Stop. J'arrête. Scroll plus parce qu'en fait, je suis captivé. Les marques, en fait, il y a des super menus que tu es en train de dérouler et il y a plein d'exemples que je veux donner. Et du coup, j'ai du mal à me concentrer. En fait, voilà. Le point de vue, c'est que pour moi, un industriel devrait d'abord se concentrer sur le fait d'être à l'inverse et d'être surtout dans le speed rack plus que de juste bouffer une ligne à l'arrière du bar. Quand on est en grande distribution ou quand on travaille sur du caviste, c'est important pour moi d'avoir le menu, les bouteilles visibles. Un produit qui est vu, c'est un produit qui est vendu. Par contre, pour tout ce qui est ligne sur les cartes de cocktail et pour la verse, je pense qu'on ferait mieux de prendre plus de temps et de budget pour négocier le speed rack. Ouais. Voilà. Le speed rack, c'est important parce que c'est là où il y a la rotation en fait, finalement, de volume. Bah, c'est qu'il y a... En fait, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu purement volume de vente, d'écouler du stock ou quoi. Et il y a un enjeu purement de notoriété qui peut être contestable pour le coup, hein, puisque effectivement, j'avoue que si je fais une petite introspection, quand je vais dans un bar et que j'ai apprécié un cocktail, je crois pas me souvenir exactement les marques qui étaient dans les cocktails que j'ai appréciés. Voilà. Ça peut arriver. Si toi, tu t'en souviens pas, imagine un consommateur lambada, voilà. Comme tu dis. Donc, effectivement, mais ouais, ça, je sais pas, c'est peut-être la répétition. Probablement que ça joue dans le cas où un menu est totalement dédié à un groupe et où tu te dis, là, ça peut-être marque plus les esprits parce que le mec, il prenne le premier cocktail, le deuxième, le troisième, en fait, ça va être... Enfin, voilà, je sais pas, si le premier cocktail, c'est avec du gin beefeater, le deuxième, c'est un Sustonic, le troisième, c'est un Mojito Havana Club, peut-être que Bon, là, t'es pas dans un bar mixo, on est d'accord. Oui, mais... je fais un exemple simple, tu vois. Mais est-ce que les gens vont repérer que c'est le groupe ? Est-ce qu'un consommateur va se dire, etc. Non, mais je me dis pour le groupe qui s'est placé là, oui. Eux, ce qu'ils voient, c'est que quel que soit là où ça match quoi, avec le client, bah, c'est nous et peut-être c'est cette marque il va la retenir. Tu vois. En gros, peu importe le cocktail qu'il choisit, si ça lui plaît, et bah, c'est 100% du temps, c'est nous, tu vois. Alors que si tu me dis que tu as un cocktail dans le menu, que tu as payé, mais qu'en plus tu es en concurrence avec d'autres cocktails, d'autres trucs, là, ça devient... Enfin, là, comme ça, là, je me dis... et c'est pourtant... C'est très relatif, l'intérêt, notoriété, tout. Hein. Ou alors, il faut vraiment que je sais pas, faut que tu sois dans le top 3 du 50 best et que peut-être, je sais pas, ou que ça se joue avec d'autres mises en avant. Quoi. Mais on en revient limite à la mesure, c'est-à-dire ce qui est hyper important, c'est de se dire, industriel, dans un bureau, en discussion ou en train de construire justement la stratégie commerciale et les objectifs du coup des équipes commerciales. On va mettre, bien sûr, chiffre d'affaires, etc., les volumes, prix par catégorie, les marques prioritaires, etc., etc. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui nous prouve vraiment que investir du temps et du budget sur ces lignes-là est quelque chose qu'on a mesuré et qu'on peut prouver être efficace ? Parce que c'est toujours pareil. Une campagne, par exemple, média, on a des éléments de mesure, on a des études régulières, etc., où on va voir qu'après la campagne, ou pendant la campagne JC Déco, sans citer tout le travail qui a été fait par beaucoup de marques d'apéritifs, ou de vins effervescents, de champagne, etc., on voit qu'il y a des pics de demande. Mais parce qu'attention, là, on parle de campagne de publicité en 4x3 sur de l'affichage abribus, etc. Donc, c'est un affichage qui est grand, qui est avec de la grosse volumétrie, à la différence de une petite ligne où voilà, on fait la différence. En revanche, je pense que pour beaucoup de maisons, et aussi pour des petites maisons, malgré tout, le fait d'avoir ces marques-là d'inscrites, c'est une petite pierre à l'édifice parce que ces petites maisons ne peuvent pas faire du média large. Oui. Havana Club fait du média large. Apérol fait du média large. Alors, je peux citer une marque de chaque gros groupe, comme ça, je peux mettre tout le monde d'équerre s'il faut. Hein. Jack, etc. Enfin, on peut y aller de chaque... C'est bon, il n'y a pas le CSA. Là. Voilà. Tada Bon, voilà. Mais voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Mais
En dehors de ça, je pense que c'est un sujet qui est assez touchy et je pense que c'est beaucoup de cas par cas. Est-ce que ça influence vraiment le consommateur sur l'acte de réachat? Est-ce que, je prends l'exemple, par hasard, je ne sais pas, je vais prendre, prenons le premier, vodka à coup infusé aux Oreos. Voilà, c'est la carte de... C'est Sakaba. C'est Sakaba. Voilà, c'est Audrey Charpena qui d'ailleurs avait commenté le premier épisode en disant que voilà, petite dédicace. Qu'il y a des obligations contractuelles aussi. Complètement. Et voilà. Alors t'inquiète pas Audrey, c'est pas pour viser ta carte, au contraire. C'est un très très bon exemple, super travail de fait sur toute la culture japonaise, etc. C'est un super boulot et je pense que s'il y a une experte de cette culture-là sur plein d'aspects, c'est typiquement Audrey en plus de ça, donc bravo pour ce boulot-là. Je prends l'exemple typiquement vodka à coup par exemple, ou rhum Santa Maria Cristal. Je pense que c'est pas des marques monstrueusement grandes en France, pas connues du grand public. Ouais. Ça permet d'avoir une certaine exposition. Si derrière, sans les citer, bon bah je revois, j'en sais rien moi, vodka Polyakov ou autre, ce sera pas le cas, on est sûr. Des bars avec qui travaillent pas forcément sur des produits standards, on va dire à l'inverse. Je ne pense pas que l'exposition soit nécessaire puisque on les trouve pas spécialement chez les cavistes. C'est des marques qu'on va aller récupérer en grande distribution ou autre, en plus sur des catégories mainstream. Ouais. Bon, en gros, je pense que oui, bon, tout est relatif, mais clairement, plein d'exemples contradictoires. Si le commercial, ou je sais pas, le brand ambassadeur, d'ailleurs, on va faire un autre épisode où on parlera de ce métier, pinaille sur le fait d'être nommé, ça peut être un peu ridicule. Ouais, je pense qu'il y a vraiment deux niveaux. C'est pour ça que je mets des pincettes. Je sais pas. Mais pour moi, ton objectif, il est pas là, quoi. C'est pas non. Oui. et je vais être très honnête, je pense que c'est quelque chose qui, quand certaines, je vais peut-être me fâcher avec des gens, mais je pense que quand certaines directions commerciales écrivent des objectifs commerciaux et franchement des fois prennent la tête aux équipes en disant ouais il n'y a pas assez de menus brandés etc machin dans des top établissements ou autres, bah honnêtement non. Par contre ce commercial il a créé une super relation et ce barman là ou ce head bartender là qui a bougé sur 3 établissements, bah à chaque fois il a refait travailler la marque. Et puis, il a réutilisé le produit dans un cocktail. Oui, il ne l'a pas marqué, il ne l'a pas brandé. Par contre, derrière, il y a quand même en fait des volumes, il y a quand même eu de la visibilité, et il y a quand même eu quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus puissant. Ça pourrait être le mot de la fin. Tu vas kiffer. Petite cerise. Je pense qu'il y a quelque chose qui est bien plus puissant que ce qu'il y a de marqué réellement sur le menu. C'est la prescription de ces professionnels, de ces barman. Oui. C'est le travail que le client, quand il va dire gin machin truc, par exemple, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Et qui va lui faire l'intégralité de l'élévateur pitch de la marque, qui va lui expliquer que c'est une marque qui a été faite dans tel endroit, produite par telle personne, avec tel type de produit. Voilà pourquoi il a décidé de travailler avec ou autre. Je pense que ça emprunte beaucoup plus le consommateur et l'acte de réachat, ou du moins de respect, d'intérêt pour la marque, que d'avoir marqué quelque chose. C'est pas le fait que ce soit marqué, ça sert juste de post-it, quoi. Exactement. Mais alors, je dérive un peu, mais... J'aime cette efficacité de menu. Je pense à une anecdote que j'ai teasée l'autre fois, où moi, on m'a raconté le cas d'une marque qui a changé le nom d'un produit précisément pour rentrer sur les menus. La problématique étant, et d'ailleurs, tiens, on parlait du commentaire d'Audrey tout à l'heure, qui disait que les designers, des fois, se prennent la tête parce que ça rentre pas ou quoi. Et c'était exactement ça. C'était que le nom était trop long. Et que du coup, ils ont observé que des fois, leurs produits étaient cités de manière générique, tu vois. Et ils se sont dit non, faut. Ne vous inquiétez pas, il va la lâcher la marque. Non, je vais pas la lâcher, non. Mais du coup, ils ont tapé et me commentez 1 directement sur le podcast si vous voulez que Fred nous balance la marque, ou 2 si vous voulez qu'il garde le silence. Ouais, je garderai le silence. T'as voulu me virer à la dernière émission. Mais voilà, j'ai trouvé ça, tu vois.
Moi, tu vois, très naïvement, j'ai pas pensé du tout à ça. C'est malin. Et là, je découvre, putain, ouais, ça va jusque là où on peut rebrander un produit avec cette idée-là, de faire, ah tiens, il y avait 5 syllabes dans le nom, on va réduire à 2 syllabes, ce qui va nous faire rentrer plus facilement sur le papier, quoi. Ouais, Donc, c'est-à-dire que pour cette marque-là, c'était un enjeu, quoi. Dans le même esprit, tu parlais du nom, c'est pas le sujet, mais je pense qu'il y aura tout un débat là-dessus. Autre sujet. Le packaging. Il y a certaines marques qui ont fonctionné pendant très très longtemps et quand ils ont voulu percer dans la partie bar et la partie mixo, et ils ont tout simplement dû en fait se repackager parce que le design de la bouteille rentrait pas dans les speed racks. Oui. Parce que les speed racks ont une taille standard et par conséquent, la forme de la bouteille en question ne rentrait pas dans les speed racks. Et donc, du coup, beaucoup disaient « J'aimerais beaucoup travailler avec votre produit, mais vous rentrez pas, en fait. Donc, je peux pas l'utiliser par défaut, je suis obligé de la mettre derrière sur les étagères, donc c'est une galère. » C'est genre la bouteille de Galliano qui rentre dans aucune étagère, elle est trop haute. C'est ça. Alors, elle rentrera toujours, en fait, en largeur, mais en hauteur, tu as plus de chances de t'étrangler. Mais quand j'avais fait ma formation à EBS, il y a 10 ans. Ah oui, d'ailleurs, chers auditeurs, petit aparté, vous vous joindrez à moi pour souhaiter un joyeux anniversaire à Frédéric Roginska, qui fête ses 10 ans depuis sa formation EBS à New York City. Exactement. Bon anniversaire, Fred. Donc, on ne nous prend pas pour des Américains, mais un petit peu quand même. Mais je me souviens qu'il y avait... C'est un des trucs qui m'avait frappé à l'époque, c'est « Ah tiens, la bouteille de Galliano ». Ou alors, c'était... alors là, avec le recul, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui se plaignaient, genre de la bouteille de Cointreau, je sais pas, qui était trop grosse ou que je sais pas, je sais pas. Ouais, t'en as pas mal comme ça, bouteille ronde trop large. Je sais pas. Typiquement une bouteille de Grand Marnier dans le speed rack, ça marche pas quoi. Je sais que c'était une de leurs grosses problématiques quand ils sont beaucoup développés justement dans la partie UK, même aux US, et qu'ils ont voulu rentrer dans la partie mixo parce que le design de la bouteille, c'était pas évident. Mais repackager des bouteilles qui ont ce design-là depuis des dizaines, voire centaines d'années, c'est impossible. J'essaye de penser aux bouteilles les plus... improbables. Les plus improbables, mais ça me vient pas. C'est classique, mais non, là... Il y en a. On va faire un sujet dessus. Effectivement, du coup, on voit quand même que tous ces petits éléments peuvent avoir un impact sur le produit même. Et après, peut-être si on devait évoquer un petit effet pervers peut-être de ces discussions sur les marques, c'est est-ce que ça se fait au détriment du cocktail derrière ? Genre, tu vois, est-ce que ça biaise l'aspect créatif même ? Est-ce que quand tu te dis, je sais pas, tu vois, si tu apprends que tel bar, il a un menu super cher et du coup, il l'a dealé avec telle marque et du coup, il a fait un cocktail pour cette marque ou alors il a adapté une recette pour cette marque, est-ce que ça change pas ton rapport à ce cocktail ? Je sais pas. Autant quand on voit, tu vois, l'exemple de 1802, là, où tu as plein de marques, tu te dis vraiment, il y a un parti pris. Tiens, on fait le old fashion avec tel rhum parce que on va faire le daiquiri avec tel autre rhum parce qu'il y a un autre profil et tu te dis, bah, tu vois, il y a un... Par contre, si demain tu me dis, ah, ils font tel rhum parce qu'il y a eu un chèque derrière, tu vois, alors, ça peut changer ma perception, quoi. Le pronom personnel que tu as utilisé est pour moi super important. Notre perception, ta perception, notre perception de manière générale, sachant qu'on n'est pas objectif d'un point de vue consommation, puisqu'on travaille dans l'industrie et depuis un bon moment maintenant. Pour le consommateur, je pense pas. Pour nous, peut-être. Maintenant, je vais être très honnête, peu importe les bars dans lesquels je vais, première chose que je vais regarder, c'est l'hospitalité, etc. Et puis après, dans le cocktail, je vais regarder le résultat, l'esthétique du verre. Et puis, il a utilisé un gin standard où il a utilisé en fait un gin à 80 balles la bouteille. En fait, je vais être très honnête. Moi, en titre, vraiment, d'un point de vue en tant que consommateur, je m'en fous, mais alors royalement. C'est-à-dire que le résultat, pour moi, est super important et je vais mettre beaucoup plus je vais me concentrer beaucoup plus sur la façon dont le barman va me présenter le cocktail, le travail qu'ils ont fait sur le menu, le concept de la carte,
ce genre de choses-là. Après, il a décidé de travailler avec tel gin parce qu'il y a eu telle possibilité de sponsoring, parce que ça les a aidés à développer leur menu. Ils ont pu travailler avec un graphiste. Là, un très bon exemple aussi, mais je suis en train d'afficher Sister Midnight. Voilà, Sister Midnight, voilà, Joe et Jen, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas problématique. Là, il y a un gros travail en plus de boulot, d'infusion, etc. aussi, comme sur pas mal de bars, mais ça me choque pas. Si on arrive à des bars menus, et on pourrait en montrer, hein, j'en ai plein en exemple aussi, mais c'est pas le sujet du jour, mais le bar très mainstream, typiquement bar de côte, très saisonnier, où dessus, on peut avoir une option assiette de frites et mojito, etc., etc. Je le fais très grossièrement. Là, on peut avoir même les logos brandés. Carrément les logos des marques brandées au milieu des cocktails. C'est-à-dire qu'on a vraiment le menu boisson avec les softs d'un côté, les chauds, les cocktails. Et puis, on a les logos Perrier, Coca, etc., etc. Et puis, on a aussi le logo du rhum Havana Club. On a le logo du rhum Damoiseau. On a le logo du rhum Plantation, etc. Parce qu'il y a ce gros branding. Mais c'est une autre catégorie d'établissement. Là, on affiche la marque. C'est de la page de pub. Un peu comme on avait sur les vieux bouquins de bar ou les cartes à l'ancienne. Tu avais un menu, tu tournais une page et puis tu avais une page de pub, un sponsoring. Là, c'est encore autre chose. Mais sur cette partie-là, voilà. Là, c'est un bon exemple. C'est la carte douce. C'est midi-minuit, là. C'est midi-minuit, la carte Margaux. Bon, amère sans alcool à l'orange. Est-ce que c'est un produit maison ou autre, etc. C'est pas grave. En tout cas, ce que j'aime, par exemple, là, typiquement, c'est que je sais quel goût ça a. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, et je pense que c'est indispensable, et j'aimerais que beaucoup plus de bars le fassent, c'est d'indiquer des petits détails organoleptiques. Aujourd'hui, on prend quelqu'un dans la rue, quelqu'un de lambda. On lui dit, là, je vous propose 2 gin tonic, un avec Beefeater 24 et un avec Generous. Ouais. Il va choisir quoi? Il sait pas. Il va dire mettez-moi le meilleur, ce qui veut absolument rien dire à la finalité. On va lui en mettre un, mais il va juste dire ça. Par contre, il n'y a aucun de personne de commun du mortel qui est capable de se dire gin, vermouth sec, distillat d'olive, pignon de pin, parmesan, petit lait, basilic. Personne ne sait quel goût ça va avoir réellement. Donc c'est très intelligent d'indiquer umami, gastronomique, audacieux, sapide. Ça donne des vraies indications de goût sur les cocktails. Et je pense que les consommateurs, ils ont besoin de ça. Ah oui, parce qu'ils n'ont aucune idée de quel goût va avoir le mélange. Moi, je sais, quand, je sais pas, dans un bar récemment où tu avais plein de produits très sophistiqués ou des marques, je sais pas, dès que tu tapes dans les marques de, je sais pas, de spiritueux d'agave ou des trucs, les gens, ils comprennent pas. Ah non, c'est impossible. Et du coup, ils se retrouvent très intimidés par le menu, là où en fait, mais peut-être ouais. Ça part dans tous les sens, mais peut-être des fois, les marques, c'est quelque chose un repère, tu veux dire? Un repère, ouais. Oui, mais alors, la marque en elle-même, oui. Mais est-ce que si je t'avais... Imagine, je reprends le même exemple. Hein. Je reprends l'exemple de Épinal. Je remplace Gin par Gin X. Ouais. Non, ça changerait. On est d'accord que dans la perception, le client et le consommateur qui vient à midi-minuit va lire, par exemple, Épinal. Il va lire avec la marque, mais il va pas savoir... Ça va pas l'aider en fait à faire son choix, ça va pas l'influencer dans son choix. Par contre, le fait de lire c'est umami, à ce côté gourmand, cette plénitude, cette balance sucré-salé, etc., gastronomique, audacieux, sapide, c'est intéressant. Rôti exotique, résineux, soyeux. Je pense que ça, c'est un vrai guide, pas pour la marque. C'est plus universel. Mais c'est beaucoup plus universel, plus pédagogique, plus éducatif, et je pense qu'en termes de prescription, pas de marque, encore une fois, c'est vrai. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est plus intelligent pour aller dans, j'aime pas ce mot-là, mais l'éducation, la sensibilisation, on va dire, du consommateur sur le cocktail. Alors, ça me fait penser à... Alors, je sais plus s'ils le font d'ailleurs, mais on revient au Danico, où je me souviens sur les menus précédents, alors ça doit être sur avant Explorer, c'est peut-être un des rares bars où j'avais vu ça, c'est qu'il y avait 2 parties au menu. Il y avait une première partie très imagée où on te dit ok, c'est ça les saveurs, c'est ça la verrerie, peut-être c'est ça le taux d'alcool du cocktail, enfin de manière très voilà, pour que n'importe qui comprenne, qu'il soit pas là genre wow, j'ai mal à la tête juste en lisant le menu et je comprends rien. Mais par contre, quand t'allais à la fin du menu,
Là, tu avais le détail vraiment pour le gars qui veut savoir exactement, ok, c'était quoi le whisky là-dedans, c'était quoi le... Pour ne pas être influencé sur la marque. Ouais. La marque, pas que la marque d'ailleurs, les ingrédients. Ouais, et c'était peut-être... c'est peut-être un bon compromis, quoi. Bon, ça fait un peu quelques pages en plus à faire, mais... Ouais, après, il y a tellement de boulot. Au moins, il y avait un travail de transparence, à la fois pédagogique et de transparence. T'avais quelqu'un qui avait il veut juste voir, ok, il y a une image, ça m'évoque le truc, je vois le verre. Tu vois, là, on voit, il y a la méthode, la verrerie et taste, tu vois, le goût. Et après, t'allais à la fin et t'avais, ok, le détail, machin infusé à truc, telle marque de whisky ou de liqueur. Moi, j'aime beaucoup. Alors, moi, déjà, je suis très sensible à l'art et les dessins. Donc, déjà, je trouve le côté très trichrome comme ça, j'adore. Je trouve que c'est hyper intéressant en plus en termes d'univers. C'est-à-dire que tu as vraiment un cocktail avec un univers à part entière et il y a pour tout le monde. Le niveau de consommateur lambda qui n'a pas envie de s'emmerder, il vient directement au goût final du cocktail. Celui qui veut en savoir plus, il va rentrer dans le détail du composé. Et celui qui veut avoir un lien marketing commercial, un vrai storytelling, il peut rentrer aussi dedans. Donc je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment chouette. Mais voilà, je sais pas si on a un peu abordé tout. C'était peut-être un peu décousu, mais... Oui, pardon pour l'organisation et moi pour ma perte totale de... Je perds mes mots pour tout à l'heure et je ne sais plus où je voulais en venir. Mais c'est un très vaste sujet. Ouais, voilà. Non, mais ça ouvre plein de portes, je sais pas... mais en gros, mon sentiment, c'est que d'un point de vue commercial, bon, c'est plutôt anecdotique. C'est peut-être plus des enjeux un peu politiques. C'est l'impact, surtout. Je sais pas, ah tiens, je mets le nom et puis tu me fais une réduc, quoi. Est-ce que c'est un vrai impact ? Ce serait intéressant mais en fait, on peut pas le mesurer. Personne aujourd'hui le mesure vraiment, ça. Je dirais le vrai impact, c'est si t'as un classique, un vrai classique, et que là, ok, je veux que le daiquiri de ton bar, ce soit mon rhum. Je veux que ton old fashion, ce soit mon whisky. Ou un bar a un best-seller, c'est là je pense qu'il y a un truc à négocier, tu vois, genre ok. Quelque chose de très signature, en plus de ça, voilà. Un peu plus exclusif. C'est notre meilleure vente, ou ça c'est le classique. Oui, parce qu'on a cité beaucoup de gros industriels avec plein mal de marques, mais je veux dire, tout le travail de fond, par exemple, pour aller dans cette zone-là, hein, mais... Le travail que Thierry fait par exemple sur Vintage Gara Spirit, le travail de l'explorateur du goût, etc. C'est quand même des portefeuilles de marques qui sont impressionnants. Je veux dire, la maison du whisky qui a ouvert aussi vraiment ce segment-là de toutes ces marques craft qui sont devenues finalement des marques aussi, pour certaines, assez incontournables quand même. On ne peut pas le nier dans l'univers du bar. Malgré tout, elles ne se sont pas construites sur le branding des menus. Ouais. Ces marques-là, leur notoriété, que toutes ces personnes-là ont fait, se sont construites par le travail de prescription des technico-commerciaux et des ambassadeurs auprès des barman, avec de la dégustation, parce que le produit a été fait différemment, etc. Ça n'a pas été fait à coup de budget, etc. Alors, est-ce que l'impact est différent au niveau du consommateur en direct ? Je pense que dans certains cas, oui, surtout quand les produits sont disponibles chez les cavistes. Ouais. En revanche, on sait que les bartenders, etc., sont aussi très fidèles à ces marques-là. Okay. Sur le long terme, quand ils vont d'un établissement aussi à un autre. Parce que c'est pas construit qu'à coup de budget. Je veux dire, à un moment donné, on est humain aussi. Et puis, le nerf de la guerre, ces bars, cette industrie, etc. Il faut qu'on vive. Il faut générer de l'argent dans un bar. Sinon, c'est associatif. Hein, c'est autre chose. Ouais. C'est rarement le cas. Bon, très vaste. On a abordé plein de trucs. N'hésitez pas à commenter si vous voulez nous corriger, à apporter des compléments. Si vous en avez marre de Chris. Si vous voulez que Fred balance la marque dont tu parlais tout à l'heure, tapez 1. Mais voilà. Vous pouvez toujours me virer à la fin de chaque épisode en tapant 1 ou 2. Voilà, c'est juste pour faire de l'engagement. Merci de préciser. Pour remplacer. Voilà, likez en tout cas, partagez. Mais voilà, on a survolé plein de trucs. Voilà, faites-vous votre opinion, dites-nous si ça vous marque plus. Mais voilà, mais en tout cas, en espérant voir plus de beaux menus. Voilà. Encore plus, ouais. Quel que soit comment ils sont financés. Ouais, et bravo à tout ce boulot. En France, à l'étranger, et puis voilà, à toutes les personnes qu'on a citées et toutes celles qu'on ne peut pas citer non plus, mais la liste est à rallonge, mais c'est
C'est un vrai plaisir d'avoir envie de venir vous piquer vos menus. Désolé à ceux à qui j'ai déjà piqué des menus sans le dire parfois. Ça peut arriver, mais en général, voilà, je suis quand même très, très honnête. J'ai plutôt tendance à les acheter qu'autre chose. Mais à culpa. Voilà. Il y a prescription, comme on dit. Mais merci beaucoup, en tout cas, toutes ces super créations. Voilà. Bon, à très vite pour un nouvel épisode. Voilà, salut. C'est comme ça qu'on dit. Ciao.